la principale source de richesse et où cultiver l'arachide procure aux paysans des revenus supérieurs à ceux du manœuvre qui viennent à Dakar. Mais cela s'inscrit dans l'extraversion de l'économie, orientée vers les besoins de la métropole. Nous avons là quelques images du travail et progressivement, à partir de 1830, avec la crise, il y a une dépréciation progressive du travail des paysans qui est liée à la culture arachide. Et c'est la source très importante, la crise de l'arachide, qui est la source du sous-emploi, de l'exode rural. Ce sera également la source des migrations, que ce soit vers les villes ou alors carrément des sources de migration à l'extérieur. Cela installe quoi? Cela installe un modèle, ou cohabite avec un modèle de réussite incarné par l'école et consacré par le salariat sous les formes diverses, que ce soit les agents de commerce, que ce soit les fonctionnaires et autres. Le travail salarié, qui est l'autre pendant, et procure aussi des richesses régulières, donne un statut social et un pouvoir selon la position que l'on occupe. Et le travail salarié apparaît comme un travail respecté. Mais ce travail est occupé seulement par une minorité. Si vous regardez la proportion de la population salariée, nous sommes entre 9 à 10% de la population active. Sinon, nous avons 5% de la population laborieuse, qui sont les salariés. Et ce travail salarié se distribue entre deux secteurs. Et ce qu'on ne met pas très souvent en avant, c'est que au Sénégal, si on a distingué jusqu'en les années 80 deux grands employeurs, le privé et l'État, le secteur privé a constitué jusqu'en 1964 le premier employeur. Et c'est seulement à partir de 65, entre 65 et 85, où l'État va être le premier employeur. Et ça, je crois que c'est très, très, très important de prendre ça en considération. Et à partir des années 85, on y reviendra, nous tombons dans la période de la crise et de l'ajustement structurel, et là, va se déployer ce qu'on considère comme le secteur informel. Je voudrais rappeler aussi que durant cette période du travail colonial, les travailleurs se sont mobilisés en syndicats pour obtenir le droit à l'organisation syndicale, le droit de défendre leurs intérêts, le droit également de réclamer leur dignité, de faire supprimer les discriminations, que ce soit les discriminations de travail, les discriminations fondées sur la race. Et nous avons les grandes grèves 1919, 38, avec le droit des auxiliaires des chemins de fer à mettre en place un syndicat, la grève de 47-48, la fameuse grève, la grève de 48 des fonctionnaires, etc., etc. Et on a de grandes figures également qui sont les incarnations de ces modèles, que ce soit Matar Diack, le héros de la grève de 38, très peu connu. On connaît mieux Ibrahima Sarr, des cheminots, mais avant cela, le premier cheminot qui a organisé les auxiliaires, c'était Matar Diack. Et plus tard, on va avoir aussi d'autres syndicalistes comme les Madiadou et autres. Le tournant de l'ajustement dans les années 80 conduit les décideurs à adopter des politiques d'ajustement qui vont engendrer la déstructuration des grands secteurs d'activité fondés sur le salariat. Et c'est ce qu'on appelle l'ajustement par la main-d'œuvre qui aboutit à la déflation des travailleurs qualifiés. Je ne vais pas insister là-dessus. Et depuis cette période, l'on considère que l'ajustement a consacré pour favoriser l'essor du secteur dit informel, qui est devenu la première niche d'opportunités de travail. Aujourd'hui, près de 90% des activités sont déployées sous ce registre. Le salariat, donc en crise, ouvre-t-elle peut-être la voie des richesses en Afrique? Il y a en tout cas, on peut se poser la question de nouveaux modèles de réussite. Et je vous plais à rappeler ici une conversation entre un certain Arolendia, un ancien salarié,
ingénieur hydraulicien, devenu milliardaire, une reconversion au statut d'entrepreneur, ayant fait fortune dans la vente du poisson fumé de Joal, de Joal il faisait fumer le poisson de Joal et les acheminer sur le Burkina Faso. Et il y a un récit de lui très intéressant qui est paru dans l'Observateur du 27 mars 2012. Et il rappelle une conversation entre son ami, et je cite, son ami Aaron a dit, il m'a dit que cela faisait 3 ans qu'il cherchait du travail. Il m'a demandé d'intervenir auprès d'un de nos amis qui travaille aux Nations Unies pour qu'on l'embauche là-bas. Et je lui ai dit, je ne peux pas intervenir. Tu as cherché du travail pendant 3 ans. Je veux que tu conclues qu'il n'y a pas de travail. En ce moment-là, nous pouvons commencer la conversation. Et si tu acceptes qu'il n'y a pas de travail, je vais te donner des conseils. Et l'autre lui dit, oui, mais comment ça? Et Aaron lui répond, nous avons cherché pendant 3 ans et n'avons pas trouvé. Arrêtons de chercher. Au moins, tu vas te reposer. Et il me dit, je fais quoi alors? Je lui réponds, tu vas chercher de l'argent. Comment peut-on chercher de l'argent s'il n'y a pas de travail? Et Aaron dit, c'est différent. Chercher du travail et chercher de l'argent, c'est différent. Je vous conseille de chercher de l'argent, mais de ne pas chercher du travail. La morale, c'est quoi? La morale ici, c'est le culte de l'entrepreneuriat. Parce qu'ici, le travail est assimilé au salariat. Or, il y a un rétrécissement du travail salarié. Et si on cherche du travail salarié, il y a très peu de chances d'en trouver. Et l'inverse en disant, il faut se situer dans la perspective de chercher de l'argent. Chercher de l'argent, autrement dit, s'installer dans un état d'esprit de développement de l'entrepreneuriat, avec tout ce que cela implique. Et c'est ça le nouveau modèle de réussite. Je voudrais aborder ce que j'appelle ici 2 défis importants auxquels notre société se confronte. Le premier défi, c'est le poids des jeunes. On le sait, la moitié de la population sénégalaise a moins de 18 ans. Et les personnes âgées de 15 ans représentent 31%. Les moins de 35 ans constituent 72,2% selon les statistiques de l'ANF. Ce potentiel, ce jeu de talent, ce capital travail, quand on regarde aujourd'hui le poids de l'immigration clandestine, le poids du chômage et du sous-emploi, on considère que ces jeunes sont confinés au sous-emploi et ne trouvent comme perspective que l'immigration officielle ou synchrone. Et c'est là un défi à renverser. Le deuxième défi, c'est la formation qualifiante pour le potentiel des jeunes. On le sait, et si vous regardez les statistiques du baccalauréat, en 2021, pour les filières scientifiques, nous n'avions que 16,10% contre 82,15% pour les séries littéraires. Alors, comment, dans ces conditions, il est possible de pouvoir répondre aux besoins des entreprises en termes d'agents, de maîtrise, en termes de travailleurs qualifiés? L'avenir est quoi? L'avenir est dans la formation technique et professionnelle. Parce qu'il s'agit d'outiller les jeunes pour pouvoir leur permettre de gagner leur vie en toute dignité. Sans la formation qualifiée et sans la fondation du système éducatif, en accordant une place plus importante, au-delà de 30%, à la formation technique et professionnelle, je pense que tant qu'on n'inversera pas le système éducatif, je pense qu'effectivement, on va beaucoup parler de l'inversion de la tendance des bacheliers littéraires au profit des bacheliers scientifiques, mais je pense qu'on n'aura pas fait de progrès. En conclusion, si on visite à travers les âges
il y a plusieurs modèles de réussite autour de la figure du travail. Le héros des champs, à un certain moment, c'était les traitants, les fonctionnaires qui étaient l'incarnation de la réussite sociale. De plus en plus, ce sont les entrepreneurs, que ce soit dans le secteur formel ou informel. En trait de cause, le travail reste une valeur cardinale et c'est la source de toute prospérité. Laissons le temps faire son œuvre et gardons notre optimisme pour un monde sacralisant la valeur travail comme une source d'épanouissement des jeunes, des femmes et des hommes, toujours en mouvement, à la quête du bonheur sur de nombreux points de globe. Je vous remercie pour votre attention.